Les qualificatifs sont foisons. Lorsque les dirigeants et les hommes d'affaires congolais parlent de leur pays, on dit toujours pays béni des dieux, réserve minière du monde, scandale géologique. Et j'en ai appris un autre né dans l'esprit de Frantz Fanon. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est le Congo. Mais le terme qui revient le plus souvent est celui de territoire à très fort potentiel. Tant le sol et le sous-sol de ce pays continent sont riches avec ses matières premières convoitées de tous. Mais ce terme à fort potentiel est utilisé depuis maintenant une soixantaine d'années. Le Congolais, sans le sou, c'est-à-dire l'écrasante majorité, se dit que ça lui fait une belle jambe de savoir qu'il appartient à un pays très riche, à fort potentiel. Quand est-ce qu'on finit par transformer ce potentiel en richesse réelle? Comment fait-on pour passer enfin du virtuel au réel? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain, enregistré à Kinshasa en marge du Sultani Makutano, en passe de devenir l'un des plus importants rendez-vous économiques du continent. Un rendez-vous auquel quelques chefs d'État, dont le président Félix Tshisekedi du RDC, Mamadou Issoufou du Niger, Denis Sassou Nguesso du Congo voisin, ont participé pour écouter les attentes des chefs d'entreprise et acteurs économiques. Ellen Johnson Sirleaf, l'ancienne présidente du Libéria, Maman Dramani, l'ancien président du Ghana, étaient également de la partie. Tout comme de centaines de dirigeants de la sous-région et du reste du continent. Sur ce plateau, pour parler de ce Congo à fort potentiel, Albert Youma, président de la Fédération des entreprises du Congo, président du conseil d'administration de la GECAMIN. Tout le monde connaît la GECAMIN. Bonjour, monsieur Albert Youma. Bonjour, Alain. Second invité de ce plateau, Anthony Kinzo, très connu ici, directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements, l'ANAPI, ancien directeur de cabinet du vice-premier ministre au budget. Bonjour, monsieur Anthony Kinzo. Bonjour, Alain. Troisième invité de ce plateau, un privé, Lenny Ilondo, ancien directeur de la Banque centrale du Congo, directeur général de la cimenterie PPC Barnett. Bonjour, monsieur Ilondo. Bonjour, Alain. Alors, je ne vais pas être provocateur en disant ça, mais vous êtes les premiers, lorsqu'on écoute parler du Congo, de dire c'est un pays béni des dieux. C'est un pays à fort potentiel. Quand est-ce qu'on sort du potentiel pour entrer dans le réel? Quand est-ce que le Congolais va être content d'appartenir à un pays riche, celui qui n'a pas les moyens? Là, je vais commencer par M. Ilondo. Ben, Alain, je te remercie. Le Congo est effectivement un pays très riche, un pays qui a un potentiel énorme, qui a été estimé par certains experts à plus de 21 000 milliards de dollars. 21 000 milliards. C'est un fait. Aujourd'hui, moi, je dirige une cimenterie dont on a commencé les travaux de construction de l'usine en 2014, mais bien avant. On a procédé à l'étude d'abord de faisabilité, ensuite l'étude de faisabilité qui a démontré qu'il y a un potentiel dans ce pays qu'il fallait le transformer en richesse. Quel type de richesse? Nous avons dans notre carrière ce qu'on appelle le calcaire à ciment. Nous avons la territe, nous avons l'argile, et avec ces trois matières premières locales qui se trouvent dans notre sol et sous-sol, nous calcinons et nous produisons ce qu'on appelle le clinker. Le clinker, c'est la première étape de production et du ciment. Après, on ajoute le gypse et on essaie de vendre le ciment sur le marché. Mais comment peut-on arriver là à transformer? Le potentiel, il faut le transformer. Mais pour le transformer, il y a des préalables. Le premier préalable, c'est quoi? On va en parler parce qu'on va faire le tour un peu, puisque vous avez pris le parti de parler de votre cas personnel. Là, je me tourne vers le patron des patrons ici. Le patron des patrons qui est également dans les mines, qui est Albert Youma. Déjà, est-ce que vous continuez d'accepter ce terme pays à fort potentiel? Parce que ça commence à faire redondant, ça commence à épuiser la plupart des gens. Mais l'expression n'est pas fausse. Le potentiel, il est là. Oui. Et je reviens même en disant oui, c'est un don de Dieu, c'est une réalité. Ceci dit, il faut qu'on arrête effectivement de parler depuis 130 ans de potentiel. Ta question, comment est-ce qu'on arrête de parler de potentiel pour parler de vraie richesse? Qui est la question de la plupart des Congolais. Hein. Mais ils disent, bon, on entend tout ça, mais nous... D'accord, et ils ont raison. Je vais être comme toi provocateur. La première condition, c'est que l'extérieur, l'étranger, et je ne dirais pas les Occidentaux, arrêtent de nous mettre des obstacles. Ah bon? C'est la première condition. Là, on va vous répondre. Pourquoi à chaque fois on veut se tourner vers les étrangers pour parler d'obstacles? Nous ne sommes pas suffisamment grands pour contourner ces obstacles?
Est-ce qu'on n'a pas de responsabilité là-dedans? Je suis d'accord, mais laisse-moi continuer. Arrêtez de nous mettre des obstacles. Mais bien entendu, c'est à nous, et je l'ai dit hier, de prendre notre destin en main. Et tu as parlé que j'étais dans les mines. Pourquoi est-ce que ces mines ne bénéficient pas aux Congolais? Les mines, le secteur minier a été géré, préparé, je dirais formaté pour ne servir qu'à l'extérieur. C'est le premier obstacle qu'on doit. Les mines, on doit les réutiliser, les gérer pour que ça serve l'intérieur. J'ai dit hier, la première condition, c'est que nos dirigeants décident souverainement, et ce n'est pas une tautologie, de reprendre la souveraineté pour redonner la dignité à leur peuple. Stop. Nous allons gérer les mines en regardant les besoins du peuple congolais et en prenant en main ce que nous avons, l'outil, je m'excuse le mot, de contrainte vis-à-vis de l'étranger. C'est nous qui possédons. Si nous ne voulons plus qu'on partage avec vous l'exploitation, eh bien, venez nous arracher de force. Ou bien accepter qu'on co-gère pour l'intérêt de notre peuple. Là, ce que vous dites est très important, M. Youma. Là, vous êtes en train de dire que les mines du Congo ne sont pas gérées par les Congolais, alors. Que ça ne leur appartient pas. Mais je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas politiquement correct. Quand je suis arrivé à la GECAMINE, je dirais depuis 2011, la première chose que j'ai dite, la plus grosse erreur, c'est d'avoir accepté de saucissonner la GECAMINE et de donner nos concessions aux entreprises étrangères. Ça a été une erreur politique grave. Il faut revenir là-dessus. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on revienne dessus? Est-ce que ça veut dire que les dirigeants qu'on a ici ne peuvent pas faire le choix de dire, bon, ça suffit, de faire comme vous dites, puisque vous êtes quand même le président du conseil d'administration de cette GECAMINE, est-ce que ils ont les mains liées ou pas? Cher Alain, je pense si tu suis l'histoire de la GECAMINE des dernières années, les différentes histoires racontées par les ONG, elles sont dues au fait que moi, président du conseil d'administration de GECAMINE, j'ai dit ça suffit. Nous allons récupérer l'exploitation de nos minerais. Nous allons renégocier tous les partenariats parce que depuis 15 ans qu'on vous les a cédés, on nous avait promis par la Banque mondiale et le FMI, GECAMINE en 2010, avril, rapport de la Banque mondiale doit être fermé, c'est une entreprise en faillite. Le président Kabila a dit non et m'a nommé pour dire non. Et on a prouvé aujourd'hui qu'elle ne pouvait pas être mise en faillite. Mais pendant 15 ans, on n'a reçu ni dividende de l'État, ni impôt sur le bénéfice. Ça, on a donné nos ressources en nous disant que vous, Congolais, vous êtes incapables de les gérer. On va les gérer pour vous et vous donner l'argent. L'argent n'est jamais arrivé. Donc aujourd'hui, la responsabilité de nos dirigeants, c'est de dire oui, ça suffit. Nous allons suivre, non seulement pour la GECAMINE, mais pour d'autres secteurs, la volonté du peuple qui nous a élus. Faire son développement, et ça passe par un développement autocentré et volontariste, et couper les ponts quand il y a lieu avec les partenaires extérieurs. C'est dit. Alors là, je me tourne vers Anthony Kinzo, qui lui est de l'Agence nationale pour l'investissement. Promotion des investissements. La promotion et l'investissement, l'ANAPI. Aujourd'hui, quand on dit fort potentiel, vous êtes d'accord avec cette analyse? Et quand est-ce qu'on transforme ce potentiel en richesse? Je pose la question à tout le monde, et puis après on va passer à autre chose. Mais déjà, pour pouvoir transformer quelque chose à quelque chose qui est existant, il faut avoir le potentiel. C'est vrai que ça fait 60 ans, je n'en ai pas aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'en fait je suis arrivé à trouver le terme potentiel avant que ça n'existe. Absolument. Et même avant les indépendances. Et même avant les indépendances. Tout à fait. Ce potentiel aujourd'hui, je pense que nous sommes déjà sur une phase où on est en train de se relever. L'une des premières preuves, c'est la réalisation de ce grand forum international. J'ai eu des questions à partir, même avec vous Alain, avec un certain nombre de personnes. Est-ce qu'on n'est pas en train de réaliser qu'il y a une sorte de réveil du géant en RDC? On commence par changer de paradigme. On sort de ce qu'il y a comme potentiel. J'en ai dit d'ailleurs dans mon discours lorsque j'étais en train de faire l'allocution de circonstances. Ne devrait-on pas sortir sur le fait qu'on doit toujours avoir un potentiel de 100 000 mégawatts? Et aujourd'hui, je peux vous dire que là, vous parlez d'énergie. Et je peux vous dire qu'il y a des petits micro-barrages qui sont en train de naître dans le long du cours d'eau aujourd'hui qui se trouve en RDC. C'est-à-dire qu'on s'éloigne un peu du Inga 3 qui est le grand barnum que l'on présentait comme la solution pour des petites solutions? On s'éloigne des grands chiffres. Je suis adepte de l'investissement des petits montants qui finissent par devenir des très gros montants.
Et je l'ai dit d'ailleurs à mes collaborateurs en disant, un investisseur qui vient avec $1 million, qui vient avec 250 000 $, qui vient avec 500 000 $, finalement nous avons une somme qui finalement va être 10 millions de dollars. Et il va créer probablement des emplois directs de 100, 250 emplois. Mais est-ce qu'on peut compter le nombre d'emplois indirects qui se créent? Et je me dis, ça se construit à petits pas. Les grandes nations n'ont pas commencé grandes nations, elles ont commencé à être construites. Et donc ce potentiel, pour moi, il est en train d'évoluer, en train de se mettre en place. Nous avons aujourd'hui des décisions courageuses qui ont été prises au niveau de la GECAMIN. Nous avons la preuve de PPC. PPC est un exemple d'un success story qui est venu en RDC, qui a cru en la RDC et aujourd'hui, l'usine existe. Des challenges existent, mais l'usine existe. On n'est plus au potentiel de l'exploitation, on est au potentiel du réel. Les sacs de ciment sont vendus. Est-ce qu'on est encore au potentiel? Ça, c'est la question que je pose à Alain Foka. Alors, on est toujours au potentiel puisqu'il y a encore beaucoup de pauvreté. Il y a encore beaucoup de gens ici qui se disent, oui, on dit qu'on est un pays pauvre, mais lorsqu'on sort d'ici, il n'y a que 6% de la population qui a de l'énergie. Donc on ne peut pas dire que le potentiel soit déjà transformé. Alors j'ai envie de poser la question de façon, peut-être que c'est provocateur, mais c'est des questions qui reviennent régulièrement lorsque l'on lit les demandes des internautes, lorsque l'on lit ce que veulent les Congolais. Est-ce que pour qu'ils croient au fait qu'on puisse transformer le potentiel, il ne faut pas créer des champions au Congo? Et c'est notre démarche. Aujourd'hui, c'est important de créer des champions à tous les niveaux. Pas seulement au niveau, que j'allais appeler de l'énergie, mais au niveau de l'agriculture. Pas seulement au niveau de l'agriculture, mais au niveau du tourisme. Pas seulement au niveau du tourisme, mais au niveau des sports aussi. Nous avons assisté à un merveilleux panel aujourd'hui en disant, est-ce que l'industrie du sport peut être considérée comme étant une niche à recettes? Voilà, une niche à recettes, et à recettes publiques. Et il faut des politiques publiques fortes, courageuses, structurées et cohérentes qui nous permettent de dire, dans cette niche, on peut trouver des réformes, on peut trouver des recettes. Oui, il faut des champions et tout le monde doit en être conscient. Monsieur Ilondo, vous êtes considéré comme un de ces champions ici, mais l'une des choses qui revient régulièrement lorsqu'on parle du Congo, ou lorsqu'on parle d'investissement au Congo, c'est la corruption. Est-ce que l'environnement permet de fabriquer des champions et d'avoir des investissements réels dans ce pays pour transformer cette richesse dont on parle tant? Mais vous savez, lorsqu'on parle de la corruption en RDC, c'est comme on parle de la corruption dans tous les pays du monde. Mais pour le cas précis de notre cimenterie, c'est lui qui peut dire que nous avons corrompu, et c'est un menteur parce qu'il y a corruption lorsqu'il y a un privé qui va voir un public à qui il demande une autorisation. Mais ça existe, ça. Non, mais attendez, il faut qu'il y en ait des preuves. Un privé qui va voir un public qui demande une autorisation, qui demande l'octroi d'un certificat dans le délai le plus court et dans les conditions les plus stabreuses. Mais lorsque vous êtes un réel investisseur, vous venez dans un pays, vous devez avoir une étude d'opportunité économique, une étude de faisabilité. Et ensuite, n'allez pas voir un ministre ou au cabinet du chef de l'État ou du Premier ministre ou tout ce que vous voulez. Allez voir les administrations, commencez par les petits fonctionnaires, allez à l'ANAPI, posez la question d'aller voir le directeur général, allez voir les experts, posez-leur la question. Voici mon projet, qu'est-ce qu'il me faut pour obtenir telle autorisation. À partir du moment où vous avez toutes ces autorisations, vous allez voir les directeurs, il va vous emmener à l'octroi. Vous voulez dire qu'il n'existe pas de corruption entre privé et privé? Non, il n'y a jamais de corruption entre privé et privé. Oui, mais dans le même temps, celui qui régule, c'est l'État. Monsieur Youma, il ne peut pas me corrompre parce que nous sommes tous de privé. Mais moi, si je ne suis pas dans la légalité, je peux corrompre. Mais pour créer une entreprise ici, on ne vient pas voir M. Youma et on ne vient pas voir M. Ilondo. On va plutôt vers l'État. Ce sont des gens qui ne veulent pas respecter les lois et les règlements en vigueur dans notre pays, qui cherchent des courts-circuits et qui procèdent à la corruption. Et demain, ils parlent du mal de mon pays. Nous avons 3 nouvelles cimenteries dans notre pays. Et nous avons tous suivi les mêmes démarches. Et personne n'a corrompu personne. Parce qu'on a trouvé en face de nous des fonctionnaires de l'État, avec toute humilité et tout le respect, ils ont fait leur travail en toute rigueur, en toute connaissance de cause. C'est pas ce que tout le monde dit, M. Youma. Très honnêtement, est-ce que l'environnement des affaires est propice? Est-ce qu'il n'y a pas cette gangrène que peut être la corruption? L'environnement des affaires ne se limite pas à la corruption. C'est un vaste chantier où tout est mêlé dans tout.
mais pour adresser la corruption. Et c'est ma deuxième condition pour qu'on passe du potentiel à la richesse. La première, j'ai dit, qu'on prenne notre destin en main et que l'étranger arrête de nous mettre des obstacles parce que le développement du Congo, ils l'avaient pensé pour leur propre intérêt. Deuxième condition, c'est qu'on mette en place de façon volontariste une administration autonome et intègre. Autant ça existe? C'est une condition, c'est-à-dire qu'il faut la mettre en place. Autant il faut créer des champions dans le secteur privé, autant il faut créer des champions dans l'administration. C'est une condition absolue. Et ça veut dire que demain, après-demain, je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de prendre le critère des doing business, créons nous-mêmes par une volonté politique, notre culture politique et administrative qui convienne aux intérêts de notre économie. Voilà. Votre doing business à vous, qui ne soit pas calqué sur le modèle international. Absolument. Alors, que dites-vous à cela? Nous avons une discussion avant d'avoir le panel sur le climat des affaires et nous avons un projet au niveau de l'Agence nationale pour la promotion des investissements où nous allons mettre en compétition les provinces sur des indicateurs que j'appelle basiques. Je vais en citer quelques-uns ici. Est-ce que c'est possible de pouvoir créer une entreprise dans une province? En combien de temps? Est-ce que c'est possible d'avoir un accusé réception d'une correspondance administrative? Dans combien de temps? Est-ce que c'est possible d'avoir des taxes qui soient réduites, j'allais dire, des taxes simplement sur des aspects de circulation de marchandises? Dans combien de temps? Et ce rapport, croyez-moi, nous allons le disséminer et nous allons le publier. Autant, nous allons peut-être mettre de l'argent pour avoir un consultant qui va circuler, mais il va y avoir des provinces qui vont se dire, dans ma province, il est possible que je ne sois pas très compétitif et ça va pousser les gouverneurs de province d'être beaucoup plus visionnaires en termes de stratégie de développement de province, en termes de vision de leadership, mais aussi en termes de développement de la province. Et ça, c'est très important. Je voudrais revenir sur une des questions que Lenny a dit tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose de très vivant. PPC existe, d'autres cimenteries existent. Mais si les gens font des choix, est-ce qu'on peut se battre contre un choix délibéré de quelqu'un, de pouvoir se dire « je veux quelque chose très vite et donc voici ce que je fais ». Et nous, au niveau de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, nous leur disons « voici les lois ». Vous avez le choix de suivre la loi ou bien d'aller voir un ministre en train de lui dire « voilà, je viens avec 100 millions et je vais investir ». Le ministre va vous dire « investis ». Et qu'est-ce que je dis aux investisseurs? Pour qu'un ministre vienne vers vous, investissez, faites la première production, recrutez des employés et vous verrez le ministre venir chez vous et le rapport de force sera différent. Voilà ce que je peux préciser. Alors, l'autre aspect que je vois, Albert Yuma qui voulait réagir. Oui, je voudrais, en conjonction, je peux dire, attirer quand même sur ma troisième condition, qui est toujours celle qu'on pense manque à notre pays et en général aux pays en voie de développement, les moyens financiers. Parce qu'on a quelque chose dans le sol, que ce soit agriculture ou autre, si vous n'avez pas les moyens, vous n'allez jamais les transformer. Mais il faut se décider de se donner les moyens et chaque pays, à un moment de son histoire, a tiré profit d'un avantage comparatif. Aujourd'hui, l'Amérique a l'avantage technologique, etc. Nous avons aussi aujourd'hui l'avantage unique qu'ont eu nos frères arabes il y a quelques années d'avoir le pétrole. Nous avons le cobalt et les forêts du bassin du Congo. De façon volontariste, je demande à ce que notre gouvernement décide aujourd'hui de prendre le contrôle du cobalt pour créer un fonds souverain basé sur ces recettes-là et sur le fait que le Congo qui décidera, on produit combien cette année, on exporte combien, et avec ça on peut mettre un fonds qui peut servir de levier à avoir même financement extérieur où on peut se créer en une année 10 milliards de dollars qui donne à l'État les moyens budgétaires de sortir du cercle infernal du secteur minier pour aller vers l'agriculture, l'éducation de base. C'est une condition. Mais l'argent ne manque pas, nous pouvons le créer nous-mêmes ici si on prend notre destin en main et je reviens à la première condition. Alors là, vous revenez à la première condition. Là, les choses sont clairement dites. On dit, on a l'argent, on peut avoir l'argent. Mais en même temps, vous dites, il n'y a pas d'argent. Ça veut dire qu'il faut créer le cercle vertueux pour pouvoir faire de l'argent. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, comment créer ce cercle vertueux maintenant que vous êtes aux affaires, à vous, puisqu'on accuse toujours les régimes précédents? Qu'est-ce qui fait que ça va changer aujourd'hui? Quelle est la garantie que l'on a que, ok, on a pris conscience, les choses vont évoluer? Je vais parler de ça et puis on va parler d'autres aspects ensuite.
Vous avez eu des annonces qui ont été faites, par exemple, par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il a précisé un certain nombre d'éléments qui doivent être mis en place. Premièrement, les fonds de garantie d'entrepreneuriat vont être ce qu'on appelle une sorte de vivier qui vont faire en sorte qu'il puisse y avoir une classe moyenne qui se crée et donc il va y avoir de la richesse et donc il y aura de l'argent. Deuxième élément, c'est les fonds d'investissement qui s'apparentent aux fonds souverains, qui sont en fait des leviers qui permettront de pouvoir engranger un certain nombre de ressources qui nous permettent d'avancer. Troisième élément, c'est les certifications de nos réserves minières. Et ça, c'est très important. Une fois que nous certifions nos réserves minières, ça veut dire que nous pouvons lever le fonds. Et ces certifications, nous pouvons le faire. Quatrièmement, c'est, je vais revenir sur ce qui a été dit par le président Yuma ici, c'est cette volonté politique. Il faut la faire. Et nous sommes dans le momentum. Je crois que le Congo revient. Je crois que, comme l'a dit quelqu'un, Congo is back. Et donc, c'est le momentum maintenant. Alors, on parle beaucoup de Congo is back. On va en parler dans la seconde partie, puisqu'à l'extérieur, on se pose la question de savoir comment le Congo is back avec deux têtes. Est-ce que vous avez bénéficié du soutien de l'administration pour arriver là où vous êtes? Est-ce qu'on vous a accompagné? Effectivement, nous avons bénéficié du soutien de l'administration publique, à commencer par l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, à qui on a présenté l'étude de faisabilité, qui l'a examiné et qui l'a présenté au ministre responsable, celui du plan et des finances, pour nous octroyer un arrêté reprenant les avantages fiscaux inscrits dans le Code des investissements. Mieux encore, nous avions approché le ministre des Finances qui a signé un décret nous donnant l'éligibilité au partenariat stratégique avec le gouvernement sur la chaîne des valeurs. Pourquoi la chaîne des valeurs? Parce que le projet est la transformation du potentiel en richesse. Et nous produisons le ciment. Le ciment, c'est un produit qui a peu de valeur, mais c'est un produit incontournable dans la transformation de la vie d'une nation. Quels sont les objectifs? Non seulement construire les ouvrages, les gros ouvrages, construire les aéroports, construire les routes, les maisons, mais aussi permettre aux petits citoyens de se construire un logis décent. Je peux vous dire une chose, c'est qu'en juillet 2016, le prix du ciment était à peu près à 20 $ le sac. Aujourd'hui, avec tous les avantages fiscaux que nous avons bénéficiés, et ce n'est pas encore suffisant, le sac de ciment est à 9,50 $. On a divisé plus que par deux le prix du ciment. Aujourd'hui, ce produit, qui est un produit de très faible valeur, mais contribue à la réduction de la pauvreté. Si, comme l'a dit le président Yuma, on arrive à dégager le fonds souverain qui contribuera à la réalisation des infrastructures, qui permettra de construire des routes en béton, des maisons, des écoles et les barrages. Aujourd'hui, par exemple... Là, je veux vous interrompre parce que vous soulevez une question où j'ai le sentiment que d'autres disent totalement le contraire. La question des taxes, la question des impôts. On a écouté pas mal de gens ici qui disent oui, il faut déjà que l'administration nous taxe moins, on paye trop d'impôts. Albert Yuma, est-ce qu'ici on paye trop d'impôts? Lui, il a l'air de dire moi j'ai bénéficié d'un code d'investissement qui est avantageux. Je ne pense pas que c'est ce qu'il a dit. Il a amené un projet d'investissement, comme il a dit, qui fait de la véritable transformation et qui s'intègre dans une chaîne de valeur pour un produit stratégique pour le développement du pays. Il a donc légalement bénéficié des avantages fiscaux et douaniers qui lui permettent d'être compétitif. Parce que c'est une question de compétitivité. Cela étant dit, oui, nous disons dans le monde des affaires que la fiscalité est foisonnante, elle n'est pas réglementée et n'est pas incitative. D'où, tout à l'heure, nous avons parlé de nouveau un véritable pacte maintenant entre le public et le privé pour revoir un des points essentiels de la fiscalité, disons, du climat des affaires, à part le système judiciaire, c'est le système fiscal. Nous avons 320 intervenants dans la chaîne de la recette pour une des assiettes fiscales les plus faibles. Ça doit changer. C'est une question de véritable dialogue. Et c'est pour ça que j'ai aimé le terme de pacte avec l'État, pour que ça change dans l'intérêt du pays. Mais ça revient à une de mes conditions, une administration autonome, intègre et structurée. Et que répondez-vous à ça? Je suis d'accord sur le mot
pacte, parce qu'en fait, ça entraîne ce qu'on appelle une sorte d'engagement de deux parties qui finalement ne sera plus un dialogue, parce qu'en fait, lorsqu'il y a un dialogue, il y a simplement ce qu'on appelle palabre. Mais je reviens sur la question de la fiscalité. Oui, peut-être qu'il y a des intervenants, mais je voudrais parler au secteur privé qui est ici, parce que je savais qu'on allait y arriver. La question du climat des affaires ne se limite pas simplement à la fiscalité, mais pour revenir à la fiscalité, je parle à deux rompus du secteur privé. Nous venons de faire une réduction en 5 ans, et ça c'est historique. Je voudrais qu'on me présente le pays qui l'a fait, à une réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices et profits, où nous avons quitté 40%. Je me rappelle du président Yuma, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai travaillé avec la FEC à un certain moment, dans une autre partie, où nous nous battions pour qu'il puisse avoir une réduction de 40% vers 35%, 35% vers 30%, et nous en sommes aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est grâce au secteur privé. Mais il y a eu une réduction. Nous venons d'une réduction de l'impôt, du taux de pénalité de 16% par jour de retard, et nous en sommes à 2% par mois de retard. Avec ceci, un plafonnement à 50%. Nous venons de quelque part où nous avions une soumission des taxes, des déclarations de paiement de taxes et impôts, où ça se faisait de manière manuelle. Et aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une phase électronique. Et dans les années qui viennent, nous allons avoir un e-paiement et un e-déclaration. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'évoluer. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a des interrogations qui doivent se faire sur le système fiscal. Il y a des efforts à faire. J'ai aimé ce que le président Yuma a soulevé tout à l'heure sur la question de la TVA, qui appelle qu'il puisse y avoir une interrogation. Est-ce que ça s'applique bien? Maintenant, le secteur privé, il regarde dans un certain prisme. Et l'administration regarde dans un certain prisme. Mon rôle est la promotion des investissements, de regarder qu'est-ce qui se passe dans le secteur privé et qu'est-ce qui se passe par la loi. Je souligne ici que nous avons un partenariat avec la FEC. Je collecte les doléances et nous avançons ensemble sur la collection, sur le fait que nous devons défendre un certain nombre de choses, mais nous positionnons les efforts qui ont été faits déjà en matière de fiscalité. Et j'insiste, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais cependant, reconnaissons les pas déjà faits dans ce secteur. Vous reconnaissez ce pas-là, M. Ilondo? Oui, je reconnais ce pas, mais je voulais rebondir sur ce qu'avait dit le président Yuma tout à l'heure pour une administration forte. Mais qu'est-ce à dire? Il faut des réformes structurelles, des réformes fondamentales. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la fiscalité, il y a aussi la fiscalité indirecte. Moi, j'ai bénéficié des incitations fiscales de l'ANAPI, mais c'est la fiscalité indirecte qui plombe la compétitivité des entreprises. Dans le secteur qui est le mien, j'ai 62 taxes. 62 taxes. Lorsque je prends mon temps, je comptabilise le temps que je consacre à répondre à l'administration non fiscale, ça me prend à peu près 1500 heures par an. Et c'est beaucoup d'argent. Et le président a raison de le souligner. Il faut dire qu'on arrive à ce pacte. C'est-à-dire qu'on vient avec une convention avec l'État congolais, vous êtes investisseur, vous avez un contrat, devoirs et obligations de deux parties. Parce que lui, il me donne des avantages fiscaux à partir de l'agence, mais ces avantages sont annihilés par la batterie de procédures et de la taxation indirecte. Et ça, c'est quand même quelque chose auquel nous avons tenu un forum en 2017 sur la réforme du système fiscal congolais. Les propositions ont été faites, mais comme a dit le président Yuma, il faut une gouvernance forte, pour une vision forte et une action volontariste pour que cette vision se réalise et que l'activité de notre économie soit réelle. On va parler de l'aspect politique sur la fin. Et là, je me tourne vers Albert Yuma pour dire, est-ce qu'on n'a pas trop focalisé sur le potentiel minier et qu'on a oublié le reste? Est-ce que ce n'est pas un peu ça l'erreur qui fait qu'on reste toujours dans le rêve du Congo qui va changer, du Congo qui se réveille? Alain, je l'ai dit et je le redis encore. Il faut enlever cette idée simpliste qu'il suffit qu'on développe les mines pour développer ce pays. Ce paradigme a été, excusez-moi le mot, fait par les colonialistes parce que ça leur bénéficiait. Il faut arrêter ça. Les mines sont épuisables. Et aujourd'hui, malheureusement, les populations du pays voient des camions partir avec des mines, on leur laisse des trous. Donc, non, les mines seules ne suffisent pas. La première chose qui est importante dans un pays, c'est assurer l'autosuffisance alimentaire et l'éducation des populations. Mais ça passe par le fait que, excusez-moi, c'est un peu de la politique, il ne faut pas qu'on continue à nous imposer par la force
des systèmes qui n'ont pas encore permis qu'on construise une administration forte qui comprenne où sont les besoins et les priorités. Les administrations fortes qu'on admire en Europe, elles se sont faites sur des siècles par des millénaires ou en Asie par des régimes autoritaires qui ont emprunté. Vous seriez plutôt pour un régime fort, voire autocratique, mais qui soit éclairé. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Parce qu'il faut qu'on dise les choses clairement. Je dis tout simplement que les administrations se construisent de deux manières. Sur le long terme, ça a été fait en Occident, à travers souvent des guerres pour construire ensemble, ou par des systèmes forts, éclairés, qui mettent une administration qui permettent après d'imposer des règles démocratiques. C'est tout ce que j'ai dit. Alors, je vois Anthony qui en rit. Cela veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle à un investisseur à l'extérieur en disant vous allez aller au Congo, il se dit oui mais c'est instable, oui mais le régime politique, la situation politique. Que lui répondre aujourd'hui? Surtout quand on regarde aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a deux têtes finalement. Je ne veux pas aller sur la question de deux têtes, je ne pense qu'elle ne me concerne pas, mais je vais sur le fait que... Mais c'est un fait, vous devez pouvoir expliquer ça aux potentiels investisseurs qui viennent ici. J'insiste, ce n'est pas le fait qui m'intéresse. En fait, la question aujourd'hui sur le fait qu'on dit que c'est instable, je vais donner un exemple. Je revenais d'un forum en 2017 où j'étais dans un endroit, un pays qui est connu, réputé, et on dit, voilà, c'est assez atypique qu'on vienne chez vous parce qu'il y a une instabilité politique, il y a des guerres. J'ai dit, ok, est-ce que vous connaissez la carte de la RDC? Je sors la carte de l'Afrique, je sors la carte de la RDC et je vais vous dire une chose. La partie où il y a la guerre, c'est la partie où il y a un opérateur minier qui est un des plus grands et un des géants. Je ne cite pas les noms, les aînés qui sont ici peuvent en parler. Et ils viennent de faire une première production et cela est en train de sortir. Et il a la nationalité de ce pays dans lequel vous êtes. Alors, je pose la question de savoir. Dites-nous-en un peu plus. Et celui qui écoute a besoin de connaître, donner des noms. C'est une question de perception. C'est une question de... Qui est en train d'avoir le micro et qui le parle? Alain, vous avez l'habitude de la RDC depuis un certain temps. Non seulement maintenant, des régimes avant et des régimes qui sont arrivés avant. C'est vrai. Le nombre des multinationales qui sont arrivées s'installer ici, dans le secteur minier. Je parle sous le contrôle du président Yuma. Je parle sous le contrôle de l'ENI, qui est un aîné, qui sont des aînés pour moi. Combien de multinationales ne se sont pas installées et se sont fait de l'argent et qui finalement à l'extérieur sont en train d'alimenter? Parce qu'en fait, nous avons des gens qui tirent les ficelles sur la question de la politique pour qu'elle demeure en RDC et que d'autres ne viennent pas. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on ne peut pas éluder le fait que la sécurité juridique et judiciaire des entreprises et même politique est un des éléments fondamentaux, des déterminants sur la question du climat des affaires. Tout le monde avait prédit le chaos en RDC. Tout le monde avait prédit qu'il va y avoir ce qu'on appelle l'hécatombe. À la faveur de l'alternance politique pacifique, aujourd'hui, nous assistons à ce que j'ai dit tout à l'heure, Congo is back. Albert Yuma, je voyais réagir lorsqu'il ne voulait pas citer le nom des entreprises. Non, ce n'était pas par rapport à ça. Je réagissais par rapport à ce que tu lui as posé comme question. Les gens s'interrogent, est-ce qu'on va aller il y a deux têtes. Mais il vient de rebondir là où je voulais arriver. J'ai dit hier que ma première conviction, quand je parle aux Congolais, c'est qu'ils ont un espoir que, enfin, avec la transition qui vient de se passer, le Congo peut travailler de façon unifiée et unitaire. C'est-à-dire qu'un ancien président se met ensemble avec un président entrant pour travailler en coalition pour faire fonctionner le pays. Parce que, je le dis ici, il ne faut pas comprendre que je suis contre les étrangers. L'unité du Congo n'a jamais été voulue, non pas par les Congolais, pas par l'extérieur. Aujourd'hui, on peut prouver que le Congo est unitaire et qu'on peut faire fonctionner ce pays. Là on est dans la politique, mais on ne peut pas ne pas s'empêcher de dire est-ce que ce à quoi on assiste permet à quelqu'un qui a son argent de dire je vais aller au Congo, à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Je prends par exemple, je vais citer un exemple qui est souvent revenu lors de ce forum, c'est le local content. On a le sentiment que d'un coup, les Congolais se disent ok, ceux de l'extérieur, ils nous embêtent beaucoup, ils veulent nous diviser, on va se mettre tout seul et on va construire notre pays. Il y a une loi sur le local content, sur les partenariats. Est-ce que ça n'est pas dissuasif pour les entreprises qui veulent venir au Congo? Alain, il est de notoriété internationale que lorsque nous avons une régulation, une législation sur la question de local content,
je parle bien d'une autorité internationale, ce n'est pas une particularité de la RDC, ça constitue ce qu'on appelle une sorte de mécanisme de freinage sur les IDE, les investissements directs étrangers. Mais ça ne veut pas dire que c'est une particularité à la RDC. Ça existe dans tous les pays. Simplement, il faut ce qu'on appelle de l'encadrement. Il faut qu'on appelle ce qu'on appelle de la régulation, de l'explication. Nous venons d'avoir une loi qui est peut-être, je dis bien et je pèse bien mes mots, qui est peut-être appelée à être évolutif pour voir qu'est-ce que nous devons faire. Avons-nous suffisamment de main-d'œuvre? Peut-être qu'il faut redire un peu ce que dit cette loi pour ceux qui ne savent pas. Comment une entreprise peut-elle entrer au Congo? Doit-elle être avec un Congolais ou n'y a-t-il plus moyen que cette entreprise entre en concurrence ici? Non, ce n'est pas qu'une entreprise doit entrer au Congo avec un Congolais. Ce sont les prestations de services par rapport aux entreprises qui existent ici où on dit qu'il faudrait quand même qu'il puisse y avoir une majorité des Congolais. L'actionnariat doit être détenu par les Congolais. Je ne parle pas d'une société de droit congolais. L'actionnariat doit être détenu par les Congolais. Mais simplement aujourd'hui, il nous faut faire un bémol. Avons-nous suffisamment de compétences? Je parle de ressources humaines. Là, je voulais me tourner justement. Avons-nous suffisamment donné du contenu à notre concept de local content? Ça ne s'arrête pas sur les ressources humaines. Ça s'arrête sur le fait que, est-ce que nous avons suffisamment de Congolais qui peuvent prendre des participations dans des entreprises étrangères? Est-ce qu'on a des fonds? On revient sur la question de financement, on revient sur la question des aspects financiers. Mais je voulais poser la question à M. Lunda, parce que lui, il est dans un secteur où il y a besoin de beaucoup de capitaux, où il y a besoin de partenaires étrangers. Est-ce que cette loi-là vous convient à vous? Est-ce un frein? Non, mais je crois qu'il y a deux choses dans local content. Il y a la prise de participation dans le capital de la société et la prise de responsabilité, par exemple, dans la fourniture de services, dans les prestations de services que l'on peut donner aux Congolais. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises minières ont des centrales d'achat à l'extérieur du pays. Il est un fait que dans notre pays, nous n'avons pas encore une industrie qui permettrait de fournir aux différents miniers les équipements dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet d'entraînement avec le boom minier dans notre économie. On se dit ceci, pour ce qui est de vos besoins, que les Congolais peuvent réaliser, donnez-leur ce contrat-là. Mais c'est vrai, si par exemple je prends une entreprise minière qui veut 10 000 laptops, elle a une centrale d'achat à Jobourg, mais on peut demander aux Congolais, on vous donne 40% de ce marché-là, ramenez-nous les mêmes laptops, les mêmes spécifications, le même prix avec le même délai de livraison. Alors, que font les entreprises minières? Elles préfinancent les entreprises étrangères. Pourquoi ne peuvent-elles pas préfinancer les entreprises congolaises en les orientant vers les mêmes centrales d'achat? Tout ce que la loi demande, c'est l'équité. On ne demande pas de chasser les autres, mais la loi demande l'équité pour permettre aux entrepreneurs congolais de participer dans la création de richesses dans notre pays. Alors, le patron des patrons, que répond-il à cela? Mais j'adhère totalement à ce que Lenny vient de dire. Il a dit la vérité. Nous cherchons l'équité. Tout comme, effectivement, j'ai dit, on sent, les combats que la GECAMINE a menés, c'était simplement pour l'équité. Pourquoi est-ce que les ressources et les concessions minières que nous avons apportées, on ne peut pas en tirer bénéfice? Excusez-moi une expression que j'utilise souvent, c'est parce qu'on pense que peut-être que le palais du Congolais ne peut pas manger du beefsteak. Si, on peut aussi manger du beefsteak, partagons équitablement le beefsteak. Alors, ma dernière question, parce qu'on arrive au terme de l'émission, le temps tourne vite. Une dernière précision. On parle de local content, on s'inquiète. Mais la plupart des pays qui nous environnent ont mis ça en place, ça n'inquiétait personne. Exact. Les pays asiatiques ont mis ça en place, ça n'inquiète personne. Pourquoi? C'est parce que c'est les Congolais que ça doit inquiéter. Quand Trump dit America First, on trouve ça normal. Alors, on est entré dans la ZLEC. Est-ce que cette loi-là tient compte de cette ouverture du marché panafricain? Est-ce que vous allez en tenir compte d'une entreprise qui vient par exemple du Congo voisin ou du Botswana va être soumise aux mêmes règles que celle qui vient, je ne sais pas moi, de Suède ou de Norvège? Mais Alain, le président vient de le dire tout à l'heure, le Congo voisin a une loi sur le local content. Pourquoi il va y avoir une interrogation sur la ZLEC avec le fait que les autres pays avaient ça déjà avant? La question de la ZLEC est à un autre niveau. Qui est la zone de libre-échange économique? Oui, la question de la ZLEC,
pose des interrogations qui sont totalement différentes sur la question de local content. Parce qu'en fait, il y a une coexistence cohérente et intégrée entre les législations. Mais je pense qu'on doit harmoniser ça parce c'est tout simplement une question d'harmonisation. Aussi une préférence continentale, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, il faudrait que l'Africain, celui qui a l'âme africaine, sache que les enjeux c'est ici. Et s'il sait que les enjeux c'est ici, il y a des barrières qui vont tomber. Bien. Mais malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Le temps tourne vite. Nous vous remercions, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre ici. On devait avoir une femme sur ce plateau, mais au dernier moment, elle s'est désistée. Elle avait d'autres obligations. Merci à vous. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui.